Les milieux financiers internationaux n'ont pas tenu compte de la décote de la note financière d'Israël. On retrouve le professeur Daniel Guggenheim, spécialiste d'économie et surtout de la presse économique. Bonjour Daniel, bienvenue. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle qui nous a un petit peu fâchés puisque notre note, la note d'Israël par Moody's, a été un petit peu déclassée. Pas beaucoup, mais quand même. Oui, vous avez fait bien de dire d'ailleurs, il va surtout parler de la presse économique, parce qu'en vérité, c'est là-dedans qu'on trouvera comment comprendre et analyser ce qui s'est passé. Effectivement, déjà depuis une semaine, les marchés financiers et la presse s'attendaient à une décote de la note d'Israël, qui était vraiment une des meilleures de 1,1 et qui est passée à 1,2. Alors ça, c'est une note pour, on va dire, un indicateur pour ceux qui veulent emprunter de l'argent, pour notre capacité à rembourser, pour ceux qui ne savent pas. Pour la capacité d'Israël à rembourser ses dettes, c'est-à-dire pour les investisseurs et les épargnants du monde entier ou d'Israël, pour savoir justement la solvabilité de l'État d'Israël, c'est ça que les sociétés de notation doivent faire. Donc c'est très important. Oui, mais ce qui se passe, c'est la chose suivante. En plus, la surprise a été, la mauvaise surprise, c'est qu'elle a donné une perspective négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a dit non seulement on vous enlève, on vous déclasse un petit peu, mais en plus on pense que ça va se dégrader. Oui, tout à fait. Quand on lit le rapport, il dit la chose suivante. Point de vue économique, Israël, malgré la guerre, c'est extraordinaire. Au maximum, nous voyons, malgré les frais de guerre, que la dette par rapport aux productions ne dépassera pas 65%. Je rappelle ici qu'en France, on est à 120% rapport dette-production. Donc, Israël est loin d'être dangereux là-dessus. Okay. Et donc, il dit c'est formidable, les devises, la Banque d'Israël gère bien ça, on voit l'inflation est contenue, etc. Appelons pas tout ce qu'on parle en vérité chaque semaine. Excédent budgétaire, il y en a? Alors, justement, et en plus ça, elle ne le savait pas, cette semaine a été publiée que la première fois depuis plusieurs mois, malgré la guerre, il y a eu un excédent budgétaire en Israël de 2,5 milliards de shekels et une nouvelle baisse d'ailleurs du déficit commercial en janvier. Donc malgré la guerre, les résultats économiques sont très bien. Ce qu'elle dit dans son rapport, c'est que il y a un problème sécuritaire d'Israël, on le sait, et il a surtout peur de ce qui va se passer dans le nord. Et ça, il a raison, il faut dire. En fait, c'est une note d'anticipation, en fait, on va dire. Ils anticipent une dégradation de notre situation sécuritaire avec un embrasement régional dans le nord. On l'espère pas, mais c'est ce qui fait que notre note a un petit peu descendu. Tout à fait ce que vous dites, c'est ça qu'ils ont dit, parce que, et ce que je veux dire comme point final là-dessus, c'est que c'est trop tôt, c'était prématuré comme rapport. C'est-à-dire, rien n'a changé par rapport à ce qu'il y avait dans sa première rapport qu'elle avait fait, où il disait, on va regarder, il y a rien qui a changé économiquement, ça s'est même amélioré. Ce qui nous intéresse aussi, c'est la réaction des milieux financiers. C'est Qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment ça s'est traduit? Tout à fait. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme les milieux financiers en Israël et à l'étranger ont lu vraiment le rapport et ont vu aussi les chiffres dont je vous parle, il y a eu, comme chaque semaine, au début de la semaine, Israël a emprunté, en Israël d'ailleurs, 4 milliards de shekels, qui est une somme assez importante, avec des obligations sur 10 ans. Quand c'est sur 10 ans, c'est considéré généralement comme plus risqué que quand c'est à court terme. Eh ben, il y a eu 10 fois plus de demandes que d'offres. Et ce qui s'est rué sur la marchandise que l'État d'Israël ou le ministère des Finances proposait, ce sont d'abord les investisseurs étrangers. Et alors, quand les investisseurs israéliens, ce qu'on appelle les institutionnels, les caisses de retraite, ont vu ça, ils ont dit, à nous aussi, on veut être de la partie, et ils ont essayé d'acheter les miettes qui restaient. Le coût pour Israël, pour l'État d'Israël, pour nous-mêmes, de cet emprunt, a été vraiment un des meilleurs, c'est toujours autour de 4%, un peu moins même, que ce qu'il y avait ces derniers temps. Donc, ça veut dire, c'est ça qui compte, c'est ce que les milieux financiers disent. Et ça s'est accompagné, après un premier choc, à une remontée importante de la bourse, et également du shekel. Le dollar remontait d'ailleurs par rapport à l'euro depuis quelques jours, et donc on a eu de nouveau, alors que le shekel ça procède le dollar de 3,70, il va de nouveau 3,65, et par rapport à l'euro, on est bien en dessous de 4 shekels, alors que juste avant la note, on s'y approchait. Bon, alors ça c'est plutôt une nouvelle.
on ne sait pas si on peut dire bonne ou mauvaise, mais en tout cas, voilà, c'est l'état de notre situation par rapport à Moody's. Alors, le ministère des Finances, sur un sujet qui préoccupe énormément les Israéliens, c'est-à-dire le marché de l'immobilier, surtout les investisseurs, a publié un rapport sur les risques encourus, voilà, pour ceux qui veulent acheter ou vendre. Alors, on en est où exactement et est-ce qu'il y a une différence entre le sud et le centre du pays? Tous les 3 mois, le ministère des Finances publie avec délai ce qui se passe sur le marché immobilier, de ce qu'il voit, des achats, des ventes, etc. Maintenant, donc le rapport dont je parle et qui a été publié cette semaine par la presse israélienne parle de ce qui se passait juste avant la guerre, c'est-à-dire le 3e trimestre 2023. Et le ministère des Finances, cette fois-ci, a voulu donner des titres à son rapport en disant la chose suivante. Nous voulons avertir les investisseurs dans l'immobilier, pas ceux qui achètent pour y habiter, mais les investisseurs, qui d'ailleurs de plus en plus sont moins nombreux à acheter. Ils sont maintenant plus que 14% dans les achats du 3e trimestre 2023, et ils s'en félicitent d'ailleurs le ministère des Finances. Mais pourquoi je voudrais que c'est risqué? Parce que ce que nous voyons, ce qui a été vendu, à peu près 20 000 appartements, dans le 3e trimestre 2023, bien sûr, une partie de ça, c'est des appartements neufs, mais une partie, c'est aussi des appartements de seconde main. Ce que nous voyons, c'est la chose suivante. C'est que dans tout le pays, alors que d'habitude, si on faisait un rapport achat-vente en tenue compte de l'inflation, on voyait qu'il n'y avait que 5% des vendeurs qui avaient perdu de l'argent. Là, on est passé à 10% sur l'échelle nationale. Et en particulier, là, il dit sur le sud, Beersheva, par exemple, il voit qu'à Beersheva, ceux qui ont vendu des maisons au 3e trimestre 2023 ont perdu 30% des gens qui ont vendu ont perdu. C'est très, très important. Alors, ça, c'est quoi, d'après vous? Ça, à cause de la guerre? Ah non. Ils disent, mais c'est avant la guerre. C'est dû au fait que, d'après eux, les investisseurs, ces fois, se sont fait appâter par des pre-sales, ce qu'on appelle, ou des conditions très bonnes que donneraient des promoteurs ou des agents immobiliers, je ne sais pas, et qu'en fait, lorsqu'ils ont fait ça, ils n'ont pas calculé, ils n'ont pas vu l'intérêt de l'investissement. Et ils ont remarqué que d'ailleurs, dans le sud, à Beersheva en particulier, ceux qui vendent les appartements le vendent après 15 ans, alors que à Tel Aviv, c'est seulement après 30 ans. Et ils disent pourquoi c'est important, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la plus-value. La plus-value est moins importante, forcément. On paye plus. Yeah. Il y a des bonifications pour plus, c'est important si le prix et plus on garde de temps, et qu'en fait, ceux qui vendent en peu de temps perdent beaucoup de cet avantage-là, et ils ont perdu aussi là-dessus, donc c'est pour ça qu'ils viennent donner un investissement. Ok, alors ça c'était pour l'immobilier. On va maintenant parler des banques et de leur relation avec leurs clients, et on peut dire que l'Hapoalim et la banque Leumi ont été, on va dire, elles ont reçu un carton rouge, on va dire ça comme ça, par la Banque d'Israël qui les a punis. C'est énervé, la Banque d'Israël. Tout à fait. Ils ont reçu une amende. Il s'agit de la banque Leumi et de la banque Hapoalim, ont reçu chacun une amende de 1 million de shekels de la part de ce qu'on appelle le Mefakar la Bankim. Dans la Banque d'Israël, il y a tout un département qui est chargé de contrôler les banques et qui, justement, aide les clients. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait des actions illégales? Alors, je crois que pour beaucoup de gens d'entre nous, vous allez voir ça comme une grande surprise. Pour la Hapoalim, il s'agit de la chose suivante. La Hapoalim, comme beaucoup de banques, sûrement vous avez voyez, dit que lorsque vous voulez venir à la banque, vous disent est-ce que vous voulez prenez rendez-vous. Et la Banque d'Israël précise bien. Le fait de demander que la banque demande que les gens prennent rendez-vous, c'est bien, on est pour ça parce que ça peut faire gagner du temps. Ouais. Mais ça ne permet pas à la banque d'empêcher aux gens de rentrer dans la succursale si jamais ils n'ont pas pris rendez-vous. Donc si vous n'avez pas pris rendez-vous et que vous vous faites retoquer à la porte, vous pouvez dire écoutez, j'ai vu l'émission avec Daniel Guggenheim, c'est illégal, vous n'avez pas le droit, vous devez me laisser rentrer. Comme il y a eu des plaintes, Bien la sûr. Banque d'Israël a envoyé des clients déguisés et donc ils ont prouvé qu'il y avait ça et ils ont donné cette punition. Quelle est la réponse de la banque, la remarque ou la réponse de la banque Leumi de la banque Hapoalim à ça m'a beaucoup énervé parce qu'ils ont dit c'était quelque chose de local et nous avons demandé à l'ensemble des succursales de ne pas empêcher les gens de rentrer. Et dernière chose, la banque Leumi
C'est aussi très important parce que il y a souvent des gens de qualité, des Olim qui viennent me voir qui me demandent pour ça. Il y a des gens que malheureusement ne peuvent pas payer les dettes. Et à un certain moment, la banque s'énerve et les envoie ce qu'on appelle au salapoal. Mais il y a des règles pour ça. D'abord, il faut prévenir la personne. Ensuite, quand on paye, il faut arrêter la procédure. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué avec les plaintes? Que il y avait les deux choses. Un, que c'était pas bien transmis aux clients cette procédure-là. Et deuxièmement, que même des clients qui avaient payé, malgré ça, on faisait la procédure. Et donc, ça a beaucoup énervé. Oui, sans les avertir, etc. Donc, normalement, quand un client paye, la procédure doit s'arrêter. Tout à fait. Automatiquement, ce qui n'a pas été le cas, mais ça leur a coûté bien cher et c'est tant pis pour eux et tant mieux pour nous. Voilà, on continue avec la bonne nouvelle de la semaine. Comme chaque semaine, on termine toujours avec une start-up israélienne qui réussit. Alors là, pour le coup, c'est Bearn. Ça s'écrit B-E-A-R. Leur valeur a augmenté de 1500% au Nasdaq. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Oui, tout à fait. Impressionnant. Même moi, ça m'a surpris. Même moi qui vois les exploits des sociétés, surtout cotées, mais des choses comme ça, c'est assez rare. De quoi il s'agit? Cette société-là, elle fait des travaux de recherche sur les vidéos. On travaille maintenant encore sur des formats d'il y a 20 ans. Et c'est très important pour ceux qui font du streaming, qui font des studios, de pouvoir améliorer sans arrêt la qualité de la vidéo. Et eux, ils ont un nouveau format qui va sans doute être dans plusieurs années le format où vraiment ça sera un nouveau monde. Et leur travail a intéressé la grande société Nvidia aux États-Unis. C'est ça qui a fait la chose. C'est l'annonce de leur coopération qui a fait vraiment. Parce qu'il faut dire les chiffres. Elle a que $1 million de chiffre d'affaires à peu près en 2023. Et il y a un an, elle valait $48 millions et aujourd'hui, elle vaut $200 millions. C'est pas mal. Bon, moi, je pense que l'avenir est à la vidéo. En gros, on va tous partir, se faire embaucher chez Bearn. Non, je plaisante, mais en tout cas, merci pour ces infos. On se retrouve la semaine prochaine, Daniel. Avec plaisir.